Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Donc je suis ici aujourd'hui avec Thomas qui va encore nous présenter un de ses beaux petits decks. Donc le sabot rouge-jaune. Bonjour à tous, aujourd'hui une cuisine que j'adore. C'est peut-être le deck sur lequel j'ai fait le plus de decklist. Quand il est sorti, j'avais fait 10 decklists en une semaine. Vous pouvez plus, ils le connaissent tous au local, ils l'ont vu sous toutes les couleurs qui existaient à l'époque, il y en a plus depuis mais ils les ont pas encore vus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la dernière decklist que j'ai faite. Mais ce qu'il faut savoir avec ce deck, c'est que le leader n'impose rien, a un effet qui est généralement plutôt bon, et donc que c'est un deck avec lequel vous faites absolument ce que vous voulez. Il n'y a aucune contrainte, très peu de contraintes en réalité. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez le jouer en aggro, vous pouvez le jouer en late game, vous pouvez même le jouer en contrôle si ça vous amuse. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le dex, le leader, se prête à tout. Et tout dépend simplement de la manière dont vous construisez le deck. Le deck n'est pas spécialement bon et fort dans la méta, mais il peut surprendre et il traîne toujours par là et il est euh, des fois particulièrement dur à tuer. J'ai besoin d'avoir vu des gameplays où arrivé à la fin du temps, il y avait un deck qui avait 7 PV qui regardait l'autre et qui disait bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais t'as perdu parce qu'on arrive à la fin du temps additionnel en tournoi. En tournoi, il est très fort pour ça. Sinon, même sans être en tournoi avec limite de temps, quand dire ça, 7 PV et que tu sais que dedans il y en a la moitié qui vont trigger jouer tout seul, ça va être compliqué. L'effet du leader, pour rappel, lorsqu'il a un don attaché, en Activate Main, on peut mettre un de nos persos qui a un coût de 3 ou plus et une force de 7000 ou plus dans nos PV face-up pour donner plus de 1000 jusqu'à la fin du prochain tour adverse à un de nos personnages. Donc le deck va gagner des points de vie tout en renforçant une partie de son board. Le fait de gagner des points de vie comme ça protège aussi les cartes qui étaient engagées, ce qui rend plus dur à tuer. Et si elles ont rush ou qu'elles ressortent des PV, en fait, elles sont pas vraiment perdues et l'adversaire va détester ça. Donc pour ce qui est de la decklist, celle-ci va tourner un peu autour de l'archétype Revolutionary Army qu'on retrouve généralement dans des decks comme Bello Betty. Mais ici, c'est pas le cœur du deck puisque on fait ce qu'on veut. Euh, donc il y a moins de cartes. J'ai gardé que celles qui sont fortes ou intéressantes. Donc déjà le Searcher Bello Betty, donc 1, 2000 contre 1000, on play, regarde les 5 cartes de la bibliothèque, révèle un Revor Me, met le reste dessous. Euh, ce genre de searcher dans ce deck ne sont pas nécessaires, mais à partir du moment où vous avez une certaine masse, quantité de cartes d'un archétype, ils deviennent intéressants à jouer. Ils peuvent pas se trouver eux-mêmes, donc là-dessus ils sont un peu limités. Mais ici, la carte a 18 targets possibles sur 50, enfin 46 si tu es dans le level même, ça reste très faisable. Donc les targets, on a l'une des meilleures cartes du deck, celle qui ne quitte jamais le deck parce que elle est trop forte, c'est Karasu. Karasu, 4-5 000, counter 1000, on play, si mon leader a le type Revolutionary Army, ce qui est le cas, je donne moins 1000 à un leader ou perso adverse. Moins 1000 sur le leader, c'est un effet qui est super fort. Et c'est un effet qui est très bien exploité dans tous les decks qui peuvent jouer Karasu. Et il a un deuxième effet when attacking. S'il a 7000 de force ou plus, potentiellement avec un effet sabot qui va donner 2000, à nouveau on donne moins 1000 au leader adverse. Un Karasu tout seul, c'est fort. Un deuxième Karasu qui arrive, c'est la fin de partie. Karasu, donc la carte importante, est complimentée depuis la dernière action par lui-même en le Karasu 3-4 000 bloqueur qui a un trigger qui dit que si mon leader a le type Revolutionary Army et que le total des PV de moi et mes adversaires est 5 ou moins, je peux le jouer. Ce trigger va pas forcément être utile dans le sens où
On a souvent plus de PV, beaucoup plus de PV que l'adversaire. Mais c'est un un bloqueur qui sort des PV en fin de partie, ce qui est très fort puisque ça aide à la survie. Et c'est aussi un trigger que notre leader peut mettre dans les PV. Alors ça va coûter cher. Si on veut un Carasso dans ses PV mais qu'on n'a rien d'autre à faire du tour, parce qu'on joue 3 pour jouer le Carasso, 3 pour le monter à 7000, un don sur le leader pour faire l'effet. Ça coûte 7 dons total, mais on récupère un bloqueur dans les PV. Et ça peut faire pas mal de choses. Et ça booste une attaque aussi au passage. Ensuite, on va avoir une carte avec le même trigger qui va être Bartolomeo Kuma. Counter 2000, 4 4000. Il est là parce que c'est un counter 2000 qui peut être trouvé par Belobetti. Et qu'il a un trigger qui peut aussi parfois sortir des PV. Et lui, il va servir à attaquer pour le coup. Mais les triggers qui sortent des PV dans ce deck et qui attaquent derrière sont intéressants. Puisque si on le remet dans les PV et que l'adversaire nous tape, on le laisse ressortir des PV. Et globalement, on a un peu gaspillé une attaque de l'adversaire et on lui met une tarte. Et il est pas content. On va avoir aussi une Cola Counter 2000 qui on play donne moins 3000 à un perso adverse. Elle est dans cette version là qu'en x2 parce que c'était surtout pour rajouter un peu plus de défense. Et elle est Revo Army pour être trouvée par Belobetti. Et le dernier Revo Army du deck, c'est globalement l'un des finishers du deck parce qu'il est fort. Dragon, 8-9000 rush. On play donne 2 dons à un leader au caractère. Si on est à 8 et qu'on le joue, on donne les 2 dons à sabot pour pouvoir faire l'effet de sabot derrière. C'est pas la cible idéale à remettre dans les PV, même si ça peut le faire parce qu'il coûte quand même 8 dons à jouer. Par contre, s'il reste sur le board, ça va être quelque chose que l'adversaire va devoir gérer parce que sinon, il va être un enfer. Et que si on fait notre effet leader sur lui en plus, c'est une 11000 et à taper, c'est à peu près intuable. Donc ça, c'est le package Revo Army qui est là principalement pour sublimer le Karasu. Karasu qui a existé dans toutes mes versions du deck, même quand c'est le seul Revo Army. Parce que pour 4, mettre moins 1000 sur le leader adverse, ça fait que toutes les attaques qui arrivent derrière, ça revient à faire des attaques qui ont 1000 de plus. Et c'est fort. Ensuite, dans les cartes qui sont juste bonnes par leur nature, on est dans un deck jaune. Donc, comme tous les decks jaunes, on a 4 BG, 3 3000, counter 2000, sera jamais joué, mais un trigger qui dit que l'un des leaders ou personnages adverses ne pourra pas attaquer ce tour-ci. Alors en réalité, c'est l'un des rares decks qui peut jouer un BG, dans des conditions très très spécifiques qui n'ont que je n'ai absolument rien d'autre à faire de mon tour et que je peux pas te tuer, où je vais pas dépenser 8 dons pour jouer le BG et le mettre dans mes PV. Tu vas forcément jouer au tour, mais il y aura un BG dans les PV et ça va te casser les pieds, tu sais qu'il va forcément te flinguer une attaque. Mais sinon, il est là parce que c'est BG et qu'on joue en jaune. Autre staple jaune, qui n'est pas forcément dans tous les decks, mais qui tourne plutôt bien dans celui-là, dû à la quantité importante de briques, donc de cartes sans counter, c'est l'event à 0. Donc pour 0 en counter, je peux trash une autre carte de ma main et je donne plus 3000 à un de mes leaders ou personnages. Et en trigger, si c'est mon dernier PV, je trash une carte de la main et je regagne un PV. Le deck n'est pas conçu pour exploiter le trigger, mais il est là à la place de l'event à 0 rouge, parce que dans l'hypothèse où j'ai le trigger d'un des deux, je préfère le trigger du jaune plutôt que celui du rouge. Si vous avez envie de mettre le rouge dans votre liste, comme j'ai dit, sabot, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là parce qu'il a le potentiel de surprise de j'ai encore un PV, donc tu peux pas me tuer ce tour-ci. Le prochain tour, tu meurs. Bonne game. Ensuite, on va arriver dans des cartes qui sont toujours bonnes, mais qui sont moins staple. Le Zoro 3 rush rouge. Alors, dans tous les decks aggro ou presque, il y est. C'est pour 3, c'est une 5000 rush. Il a rien de plus, si ce n'est que c'est un Stroat. C'est parfois utile. Voilà. Il est très pratique parce que pour 3, je joue un truc qui a rush.
Si je lui mets 2 dons, il monte à 7000, il tape à 7000, il part dans les PV, il donne plus de 1000 à autre chose, et le prochain tour, si tu m'as tapé, il revient. Ces petits rushers qui reviennent en boucle, ça va arriver à un stade où l'adversaire va regarder les PV adverses et va se dire, ça sert à quoi que j'attaque si c'est pour lui redonner des armes qui rush. Donc ça arrive que l'adversaire n'attaque pas en voyant ça. Alors, c'est pas stratégique, idéalement faudrait qu'il attaque parce qu'il descende les PV. Mais s'il peut faire passer qu'une attaque, effectivement, c'est pas dans son intérêt. Mais s'il attaque pas et qu'on stack les PV, au final, on a quand même l'avantage parce qu'on gagne des PV. Autre staple du même genre qui va entrer dans le même tas, c'est Kid et Killer. En x4 aussi. 4-5 000 rush. Quand il attaque, si l'adversaire a 2 PV ou moins, Kid et Killer va gagner plus de 1000. Et donc pour 4, il va monter à 7000. 7000 dans notre deck, c'est le chiffre magique. C'est aussi une très bonne carte à remettre dans les PV parce que les adversaires vont systématiquement essayer de le tuer dès qu'ils peuvent. À raison parce que la carte est forte, mais ça va être une target de removal. Et donc le remettre dans les PV, c'est dire à l'adversaire, si tu me tapes, tu reprends 7000 rush dans la figure au prochain tour. C'est dans ce deck le meilleur ratio de dons pour une 7000 à partir de rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien qui fait mieux que pour 4 monter à une 7000 en ayant rush. On pourrait jouer des cartes qui montent à 7000 sans avoir rush, mais c'est pas l'intérêt. On va ensuite avoir des cartes qui ne sont plus des staples, mais qui sont des cartes que j'ai mis dans ce deck parce que je trouve qu'elles sont bien dans cette version. On va commencer par Onami. Onami, c'est une 2-3000 avec counter 1000 qui a un effet on play qui est fort parce qu'il donne banish à l'un de nos persos au caractère. Qui, quand on affronte du jaune, est toujours pratique et quand on affronte du pas jaune, est un bonus sympathique. Mais qui a aussi un trigger qui est très fort puisque elle permet de KO un perso adverse qui coûte 5 ou moins. Alors l'inconvénient d'Onami dans ce deck, c'est que vu qu'elle ne coûte que 2, on ne peut pas la remettre dans les PV avec l'effet du leader. Mais c'est une des seules cartes du deck qui a ça, et la contrepartie pour donner banish contre le jaune, c'est très fort. Ensuite, on va trouver Okiku en x4, très très forte dans ce deck. Pour 4, c'est une 6000 qui a pas de counter. Qui dit que on KO, si l'adversaire a 3 points de vie ou moins, on prend un PV, une carte de notre deck et on la met en haut de nos PV, donc on regagne un PV quand elle se fait tuer. C'est une 6000 donc c'est pas évident à tuer. Et surtout elle a un trigger qui dit que si l'adversaire a 3 points de vie ou moins, on peut jouer la carte. Et elle est très très forte dans sabot parce qu'une fois qu'on a attaqué avec, en lui ayant donné un don pour qu'elle tape à 7000, on la remet dans les PV. L'adversaire généralement à ce stade-là est à 3 PV ou moins. Et donc s'il nous tape, on récupère une 6000 qu'il ne peut pas attaquer. Et c'est aussi une carte où si on joue derrière un Kid et Killer, on va lui donner le bonus pour taper et on va la laisser là. C'est une carte, si elle meurt, c'est pas grave parce que si elle meurt, on gagne un point de vie. Et ça nous arrange aussi. Dans la carte où l'adversaire va à un moment soit se faire casser la figure par elle, soit nous donner un PV pour la gérer. Dans tous les cas, la carte est intéressante. Ensuite, on va trouver des cartes en x2. Tout d'abord, Nico Robin. Parce que... Alors, le 6-6000 n'est pas idéal, mais pour un don, elle retourne dans les PV. Rarement ce qu'on va chercher à faire, sauf si l'adversaire va s'amuser lui aussi à gagner plein de PV. On play, si l'adversaire a 3 PV ou plus, on peut trash son top PV. L'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où l'adversaire est à 2 PV, elle a plus vraiment d'intérêt, c'est pour ça qu'elle est qu'en x2. C'est aussi pour ça que la bouclée ne sert pas à grand chose. Parce que l'adversaire, qu'à partir du moment où il est 2 PV, elle a plus de on-play. Mais si on a un adversaire qui s'amuse à regagner des PV ou qui refuse de les perdre, commencer à boucler la Nico Robin va avoir comme effet de trash des PV adverses. Et pour finir, nous sommes dans un deck rouge, OP09 et maintenant une extension qui existe. Nous avons donc droit à un finisher, roi des pirates. Goldie Roger, 10-13 000, plus gros body du jeu actuellement. Il a rush, et il dit que si toi ou ton adversaire est à 0 PV, si l'adversaire active un bloqueur, il perd la partie. Généralement, c'est quand l'adversaire sera à 0 PV parce qu'on va en avoir plus que lui.
mais la carte va arriver, faire un massacre. Même si c'est pas la fin de la partie et qu'il est pas à zéro, jouer une 13 000 et attaquer avec, ça reste fort. La carte est bien, la carte fait tout. Et c'est un deck dans lequel on peut se permettre de prendre un tour sans faire l'effet leader pour poser une 10-13 000 qui va juste attaquer à 13 000 s'il n'y a personne à 0 PV. Parce qu'on a tellement de gains de PV que la carte ne va pas nous mettre un désavantage. Ah, ok, donc si j'ai bien compris, c'est un deck qui est agressif, mais qui en plus d'être agressif peut bien tanker. C'est bien ça? C'est ça, le deck qui fait un peu ce qu'il veut. On peut faire des versions très agressives. Pour donner un exemple, j'avais fait un moment une version où toutes les cartes, ou presque du deck, soit avaient rush, soit avaient un trigger qui permettait de les jouer. Donc globalement, tu me tapes, tu perds, tu me tapes pas, je gagne. Euh, Tu peux aussi faire des versions de deck qui vont être beaucoup plus contrôle avec des gros finishers comme le Ace Rush, la Yamato. Yamato qui peut être très fort parce que tu peux faire des boucles de Yamato et l'adversaire il en peut plus, tu chaos son board tout le temps. Le deck fait ce qu'il veut, mais oui, il a la capacité à faire de l'aggro en gagnant des PV. Ok, merci à toi pour cette decklist. Et donc bah, maintenant, la question c'est Sabo. Bon, il préfère commencer là, et surtout avec ses decklist, ou il préfère go second? Alors Sabo, ça dépend vraiment de la decklist puisque ça va dépendre. Ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc en fonction de ce que vous avez mis, vous faites ce que vous voulez. Cette version-là supporte les deux et n'aura pas trop de problèmes de manière générale puisque c'est une decklist qui va taper. On pourrait dire qu'elle aime le go second parce qu'elle a une mana curve en paire principalement, mais le go first te donne l'avantage d'avoir le don à mettre sur le leader. Après, le deck coûte globalement relativement peu cher en mana cost, donc on peut s'en sortir dans les deux cas. Le go first donne l'avantage de la première attaque qui dans un deck aggro est toujours fort. Le go second donne une meilleure curve potentiellement, surtout pour les Nico Robin. Moi, si on me laisse le choix, ça va surtout dépendre de l'adversaire. Si j'affronte un adversaire qui a besoin d'un départ spécifique, je vais essayer de lui voler. Sinon, dans un match-up pur où j'ai le choix et où l'adversaire s'en fiche aussi, je vais partir sur un go first parce que je vais orienter le deck plus aggro. Mais comme je disais, en go second, le go second va permettre de jouer un Karasu en tour 2, de sortir une Robin en tour 3, un Dragon en tour 4, de commencer à taper avec des trucs qui ont rush, ou de sortir ça en tour 2. Et en tour 5, de sortir une 13 000, de taper avec et de regarder l'adversaire et de dire bon, tu fais quoi à propos de la 13 000? Et pendant que sa priorité c'est la 13 000 qui va le démonter, bah tu continues à faire tes affaires dans ton coin, à défendre ta 13 000. Le reste de ton board le vivra bien, tes PV aussi. Et ensuite tu laisses Roger expliquer pourquoi c'est le roi des pirates. Bah, ok, merci à toi. Donc c'est un deck qui a pas l'air d'être très compliqué à jouer, hein. Faut juste penser à bah, attaquer et à survivre en remettant dans le PV. Mais est-ce que tu le fais tout le temps, son effet? Je fais pas forcément son effet. Il y a des decks contre lesquels ça n'aura aucun intérêt. Bonjour Nami. Euh, L'effet est fort parce qu'il te permet de gagner des PV et de booster ton board. Le boost reste pendant le tour adverse, ce qui en a surpris certains, notamment la personne à côté de moi la première fois qu'elle l'a affronté. À peu près tout le monde au final. Mais euh, le deck, la manière de jouer le deck dépend vraiment de la decklist. Cette version-là, oui, va attaquer parce que c'est une version plus aggro. Parce que c'est marrant de gagner des points de vie, mais au bout d'un moment, il faut finir la partie. Donc j'ai fait cette version aggro à présenter aujourd'hui. On peut faire ce qu'on veut avec le deck. C'est vraiment, pour moi qui aime faire des decklists, qui aime cook des petits trucs marrants, c'est un plaisir le sabot. Voilà. Les meilleures cartes dans ce deck, je pense que c'est vraiment Kid Killer. Meilleure carte dans beaucoup de decks, mais dans celui-là en particulier, parce que tu joues un Kid Killer, tu attaques avec, tu fais son effet sur un deuxième enfin l'effet leader sur le deuxième Kid Killer qui lui tape à 9000, qui sera à 7000 le tour d'après. 7000 c'est dur à tuer. Si l'adversaire te tape pas, tant pis pour lui. S'il tape, tu recommences.
il y a cette notion de si on prend qu'un, voire 2 dégâts par tour. Alors pas 2 dégâts à chaque tour, sinon ça devient compliqué, mais si on prend entre 1 et 2 dégâts par tour, on peut faire pendant très longtemps, faire des boucles qui vont mettre beaucoup de pression sur l'adversaire. Il va avoir du mal à gérer le board, puisqu'il y a une partie du board qui va se planquer, ensuite qui revient. Les Kiku en particulier, ou les Kuma, ils font j'arrive, je tape, je repars, si je reviens tu peux pas m'attaquer, il faut que tu utilises un effet pour me KO, ce qui est pas forcément pratique. Ce deck là peut tourner sur lui-même. C'est un deck, cette version là est une version aggro qui survit, donc c'est fort contre l'aggro parce que l'aggro va passer son temps à taper un truc de PV qui se régénère. C'est fort contre le contrôle parce que tu vas l'aggro trop vite. C'est fort contre le mid-range parce que tu peux jouer mid-range avec lui. Et contre les decks, prenons Black Yellow qui va au bout d'un moment se mettre avec un leader à 9000 et essayer de faire le truc tous les tours. Bah, tu peux juste ralentir un peu, gagner des PV, il gagne des PV, tu gagnes des PV. Au bout d'un moment, bah, t'auras l'avantage parce que t'as des meilleures cartes, parce que tu vas lui sortir un Roger et qu'il arrivera absolument à rien à faire contre le Roger si tu le défends. Parce que t'as des triggers dans tous les sens alors que lui il en a pas. Et au bout d'un moment, tu peux jouer le long jeu et gagner l'avantage, tu peux jouer le jeu rapide, tu peux faire un peu ce que tu veux avec le deck. Ok, ben merci à toi pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous jouez Chabot, votre decklist, comment vous le jouez, comment vous le jouerez. Merci à vous et passez une très bonne journée. À bientôt!